De retour dans votre 12-15, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h avant de développer les titres sur l'actualité de la guerre en Ukraine. Revenons sur l'une des principales informations de ce mardi. Une information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Marie Belot, merci d'être avec nous du service police-justice de TF1 LCI. Visiblement, un fourgon pénitentiaire a été attaqué dans l'Eure ce matin. Que sait-on sur ce qu'il s'est passé, Marie ? Eh bien, on sait que ça se passe au niveau du péage d'Incarville. On le voit sur la carte, on est à proximité d'Évreux, sur l'A154 précisément. Et vers 11h, 2 fourgons pénitentiaires qui s'apprêtaient à emprunter ce péage sont pris pour cible, a priori, par 2 voitures dans lesquelles se trouvaient au moins 4 hommes armés. C'est des fourgons pénitentiaires qui transportaient un détenu. On ne sait pas encore s'ils allaient du tribunal vers une prison ou l'inverse. Mais on sait qu'ils sont attaqués par plusieurs individus armés et le bilan est lourd. Au moins 2 agents pénitentiaires seraient décédés et plusieurs blessés, nous dit-on. C'est un bilan qui n'est pas encore consolidé puisque les faits se sont produits il y a assez peu de temps. On sait que le détenu qui se trouvait dans le fourgon est en fuite à l'heure actuelle et que les mis en cause, ceux qui auraient attaqué le fourgon, eux aussi, sont activement recherchés. Une cellule de crise devrait être ouverte très prochainement au ministère de la Justice. Merci beaucoup, Marie. Bien évidemment, vous nous tenez informés s'il y a des développements sur cette situation. On ne manquera pas de vous tenir informés, en tout cas, sur ce qu'il se passe actuellement. À la une, cette question à l'international. Quel est réellement l'état des forces ukrainiennes aujourd'hui ? Leur capacité de résistance face à la pression russe dans cette région dont on vous parle beaucoup, cette région de Kharkiv. Nous verrons dans quelques instants qu'il y a 2 communications qui s'affrontent, notamment une tonalité chez Kirilo Boudanov qui ne lui ressemble pas. Ces dernières heures, l'état-major ukrainien évoquait aussi des progrès tactiques significatifs. Tous les regards se tournent désormais, je vous le disais, vers cette ville de Vovchansk. Vous la voyez sur cette carte, tout à fait au nord de Kharkiv. L'ISW qui s'appuie aujourd'hui sur des images satellites affirme que les Russes se sont emparés de 2 usines au nord de cette ville et qu'ils continuent progressivement d'avancer. On a des premières images de combat qui nous sont parvenues ces dernières heures de cette localité pilonnée H24, affirment les autorités sur place. Ces images, elles vous sont commentées et compilées par Nancy Rice. C'est un feu nourri. En face des gardes-frontières, les forces russes. C'est le tout début de l'offensive de Kharkiv qui démarre. Premiers affrontements sans relâche. On entend des Russes qui crient dans la forêt. Des Russes qui appellent à la reddition. Les soldats ukrainiens que l'on voit rechargent leurs armes, demandent des munitions. Autre secteur, cette fois, le plan est plus large et les bombardements encore plus violents. Un rythme régulier, toutes les 3-4 secondes. Les combats font donc rage dans cette zone grise, cette nouvelle ligne de front, près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie, qui avance dans plusieurs secteurs. 5 bataillons seraient à l'œuvre. Des attaques par vagues, une intensification depuis ce week-end. Les Russes seraient aux portes de Vovchansk, mais les forces ukrainiennes disent toujours contrôler cette localité. La ville de Lovchansk est aujourd'hui sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. La situation est stable et sous contrôle, donc tout va bien, ne vous inquiétez pas. Croyez en les forces armées ukrainiennes, gloire aux forces armées ukrainiennes, gloire aux forces armées, gloire aux héros, merci à tous et gloire à l'Ukraine. On retrouve ces mêmes soldats qui procèdent à l'évacuation. La police, les services d'urgence et des volontaires frappent aux portes. Maison par maison, pour la 2e fois depuis le début de l'invasion russe, les habitants doivent partir, dans la précipitation, sous les bombardements, et ce sont souvent des personnes âgées, désorientées. C'est impossible de parler sans pleurer, j'ai le cœur lourd, c'est l'incertitude à notre âge, quand on doit tout quitter et qu'on ne sait pas où on va. Ces 3 derniers jours, il y avait des bombes, des bombardements sans fin, des grenades, de l'artillerie, des mortiers. On n'arrivait même plus à faire la différence tellement ça tombait. On a dû tout quitter. Les civils souffrent au milieu de tout ça. Et les Russes s'en fichent. 6000 personnes évacuées dans la région. Une dizaine de villages ont été repris par les Russes qui pratiquent la politique de la terre brûlée, selon les autorités ukrainiennes sur place.
vous avez vu dans ce sujet d'Anti-Rise, les évacuations qui tentent de se faire sous très haute tension. Charline Hurel, vous avez pu vous entretenir avec ceux qui ont décidé de fuir ces dernières heures. Où en est-on des évacuations et surtout comment la population vous décrit ce que nous percevons, c'est-à-dire une situation de chaos? Ces évacuations qui sont de moins en moins nombreuses dues aux conditions, les combats extrêmement violents qui se déroulent notamment dans la ville de Volchansk. Hier, nous avons rencontré les habitants, presque les derniers qui ont pu évacuer. Ils nous racontent qu'ils ont pris la route avec des déluges de feu partout autour d'eux et puis surtout l'état de choc dans lequel ils sont. La plupart se mettent à pleurer en nous disant on ne peut même pas vous expliquer avec les mots l'intensité, ce que nous avons vécu là-bas. Ils nous parlent de maisons qui sont toutes en feu à cause des frappes et puis beaucoup de munitions utilisées par les troupes russes. Ils nous parlent d'artillerie mais aussi de grenades et surtout de bombes larguées par l'aviation russe. À titre d'exemple, il y en avait 20 en l'espace d'une heure et ces bombes larguées par l'aviation, elles sont extrêmement puissantes en termes de charge explosive. À 5 km, lorsqu'elles tombent, on ressent l'onde de choc à nos pieds. Imaginez-vous lorsque vous êtes à 500 mètres. Ces habitants nous disent d'abord on pense qu'on est mort et puis ensuite on se relève. Et là, on comprend qu'il faut absolument partir. Voilà ce qui se déroule dans cette ville et cette ville de Volchansk qui est désormais dans un chaos total. Il y a 500 habitants qui ont décidé de rester. On a vu dans certaines vidéos qu'il y avait des scènes de pillage, véritable chaos. Pour le moment, l'armée ukrainienne est toujours dans la ville, mais les combats sont extrêmement violents. Un grand merci à vous, Charline. Un grand merci également à Charlotte Lefetté et Kostia Yaremenko qui vous accompagnent. Avant de vous entendre tous ici en plateau, on voulait regarder quelle était la communication du président Zelensky. A-t-elle un peu évolué ces derniers temps? Oui, ça change depuis dimanche, après avoir évoqué des combats acharnés et difficiles. Voici ce que nous dit aujourd'hui le président ukrainien. Nos actions de contre-attaque se poursuivent. La zone a été renforcée, en particulier Vovchansk et les zones frontalières en général. Le général de brigade Mikhailo Drapati est responsable de cette zone sur le terrain et dispose des munitions et des forces nécessaires. Nos résultats sont de plus en plus positifs. Nous détruisons l'infanterie et l'équipement de l'occupant. Alors, est-ce une pensée magique? Est-ce une pensée positive? On va se poser la question, à qui s'adressent-elles ces communications? Bien évidemment, à la population. On en parlait déjà, on commençait à l'évoquer hier. Mais là, ce qui est intéressant de voir, Sylvia, c'est que autant il y avait Zelensky d'un côté, les officiels ukrainiens par exemple. Maintenant, il y a Zelensky et il y a l'autre arcane du pouvoir, il y a Kirilo Boudanov, qui lui ne dit pas du tout la même chose que le président. Oui, effectivement, et il se confie au New York Times. Il dresse un tableau en toute transparence, donc par le chef des renseignements militaires, dans un contexte de pénurie d'hommes et de munitions. Kirilo Boudanov dit deux choses en substance. La première, c'est que la situation, elle est critique. Il dit ça. Chaque heure, cette situation devient critique. Les hommes sont à bout de souffle et les armes américaines commencent à peine à arriver 3 semaines après le vote au Congrès. Pour Boudanov, comme pour d'autres responsables ukrainiens d'ailleurs, ces attaques dans le nord-est visent surtout à épuiser les réserves et à détourner des combats ailleurs, semer la panique et la confusion dans la région. Et c'est exactement ce qu'il se passe sur le terrain. Il faut rediriger les troupes, sauf qu'il est difficile de trouver du personnel pour renforcer la défense dans le nord-est. Voilà ce qu'il dit. Toutes nos forces sont soit ici, soit à Chassifiar. J'ai utilisé tout ce que nous avions. Malheureusement, nous n'avons personne d'autre dans la réserve. Cependant, le général estime tout de même que les forces ukrainiennes seront en mesure de consolider leur ligne dans les prochains jours. Voilà ce qu'il dit. Pour le moment, notre tâche est de stabiliser la ligne, puis de commencer à les repousser de l'autre côté de la frontière. Un afflux de réserves ukrainiennes a réussi à perturber partiellement leur plan. La difficulté, c'est de tenir les autres positions du front, Sylvia. Oui, effectivement, et il parlait donc de Chassiviar, Kirilo Boudanov, ville stratégique du Donbass que les Russes veulent conquérir. L'Ukraine pourrait avoir envoyé des renforts issus d'unités qui avaient récemment combattu à Chassiviar, ou alors elle a également pu puiser dans la réserve en repos à Kharkiv. La deuxième chose qu'il dit, importante dans cette interview du New York Times, c'est qu'il s'attend à ce que la Russie lance une nouvelle attaque dans la région de Soumy, plus au nord de Kharkiv. Pour lui, cela arrivera dans quelques jours, 3 ou 4 jours en cours de combat autour de Kharkiv, avant qu'une forte offensive soit lancée vers cette ville qui, vous le voyez, est située à 145 km au nord-ouest. On va l'écouter, Kirilo Boudanov. Dès le début, les Russes prévoyaient une opération dans la région de Soumy. Ils ont planifié une opération depuis le tout début, y compris dans la région de Soumy.
À l'heure actuelle, ils détiennent un petit groupe de forces dans la zone frontalière et disons qu'ils ont aussi la ville de Soudza dans la région de Koursk. Mais la situation ne leur a pas encore permis de passer à l'action et de commencer la mise en œuvre de leur plan. Voilà, mais il estime que ça arrivera dans 3-4 jours encore, Kirill Boudanov. Les bombardements russes se sont d'ailleurs intensifiés à la périphérie de Soumy, à des endroits qui sont souvent bombardés, cela dit. Donc certains officiers sont circonspects quant à cette hypothèse, mais les soldats ukrainiens disent en tout cas se préparer au combat. Merci beaucoup Sylvia. Général Irichou, c'est vrai que les intentions des Russes ne sont pas claires. Et si c'était Soumy, déjà première question, est-ce que comme Boudanov, vous nous dites, il s'agit surtout d'épuiser les réserves, les détourner des combats ailleurs? Est-ce que ça déjà, vous dites oui, ok. Et est-ce que vous voyez aussi visiblement une pression qui s'organise davantage sur Soumy, qui est beaucoup plus au nord, on va le voir sur la carte, que sur Kharkiv? On rappelle que le Soumy a été pris dès les premiers jours de la guerre et avait été libéré par les Ukrainiens début avril 2022. Alors pour la première question, oui, je suis assez d'accord avec Boudanov, il s'agit d'épuiser les réserves. Les réserves, c'est sacré dans l'armée. On a toujours des troupes sur le front et ensuite on a des réserves derrière qui peuvent se permettre d'intervenir à la poignée de l'éventail dans une direction ou une autre et de renforcer les points faibles. Voilà. Donc là, effectivement, on a le sentiment qu'ils sont en train d'essayer de consommer les réserves ukrainiennes. Il dit, j'ai plus rien, malheureusement, nous n'avons plus personne d'autre. Oui, justement, dans la réserve. puisque c'est une armée qui est étirée sur 1200 km, donc on est obligé de prélever des troupes vraisemblablement dans les régions chaudes de Bakhmout et d'Adivka, et puis de les envoyer au nord. Donc on fragilise le front sud. Donc ça, c'est une stratégie qui est voulue. Alors, quant à Soumy, il faut encore beaucoup d'hommes. Parce que si c'est vraiment les 30 000... La 30 000 à 50 000, ça ne suffit pas. Non, mais non, ça ne suffit pas pour aller dans la direction de Kharkiv et dans la direction de Soumy, c'est impossible. Alors, c'est peut-être aussi une autre opération de diversion. On verra bien. Moi, je n'ai pas de renseignements particuliers d'une offensive dans la direction de Soumy. Ce que je remarque, moi, c'est que on dit la percée russe, il n'y a pas de percée. La percée, véritablement, c'est faire éclater le dispositif adverse, passer au travers et puis déboucher. Et après la percée, il y a une exploitation. C'est-à-dire que si on perce, normalement, il n'y a plus rien entre le Donc vous dites de front et Kharkiv. pression russe davantage que percée. Là, c'est une pression russe. Et quand on regarde depuis hier, finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. Voilà. Et quand on me dit à 5 bataillons dans Volchansk, c'est très peu. Ça fait 2500, 3000 hommes tout à fait au grand maximum. Ce que l'on voit là, véritablement, il y a quand même malheureusement une forme d'impréparation ukrainienne. Et je crois on va y revenir dans un instant parce qu'on écoutera Didier François à ce sujet. Je pense qu'ils exploitent la faiblesse ukrainienne depuis le début. Et peut-être même ne pensait-il pas aller jusque-là. C'est très possible également. Aurélien Duchesne, c'est la fatigue parfois. C'est votre avis. Regardez ce que dit un haut gradé dans le Figaro. L'armée russe veut contraindre son adversaire à se démunir de certaines capacités critiques, comme ses unités. Alors il nous cite les unités de dronistes, son artillerie ou ses défenses solaires. Et puis il y en a un autre qui ajoute, les Ukrainiens sont dans la situation des Allemands en 1944. Ils avaient encore des unités redoutables, mais insuffisamment pour tenir tous les fronts. Oui, le problème est d'épuiser la masse, car... Vous êtes d'accord avec ça? On est dans la situation de 44, là? Sans comparer évidemment les Ukrainiens aux Allemands sur d'autres aspects, mais quand le général Arichou, par exemple, parle de l'insuffisance des moyens pour attaquer une ville comme Kharkiv ou même Soumy, les moyens organiques et les 35 000 hommes qui seraient massés aux environs de Kharkiv, le seul scénario crédible avec ça, c'est uniquement soit de créer une zone tampon, ce qui est d'ailleurs crédibilisé par le fait, par exemple, que les Russes détruisent de nombreux points de franchissement, de nombreux ponts, ce qui n'est pas cohérent avec l'idée de percer davantage. C'est ce que redit l'ISW ce matin, par exemple, cette zone tampon, c'est la théorie privilégiée. Et le fait surtout que ça n'est pas en adéquation avec l'objectif de prendre une ville de 1,5 million d'habitants de 370 km². Ça crédibilise plutôt l'idée justement de faire une diversion, de forcer les Ukrainiens à déployer à ces endroits des forces qui seraient utiles à d'autres fronts. L'essentiel des actions offensives, d'après le ministère de la Défense britannique, sur les 50 derniers jours, c'était aux environs de Tchassiviar. C'est là que reste le gros, visiblement, des forces et de l'effort russe. C'est plutôt à cet endroit-là, visiblement, que les Russes ont envie de percer. L'idée d'une attaque vers Soumy, alors visiblement, la concentration de force aux environs de Soumy est moindre que, pour l'instant, celle que vous avez pu voir autour de Kharkiv dans les jours qui ont précédé le début de l'attaque de la semaine dernière. Donc là encore, ça crédibilise plutôt l'idée qu'il s'agirait encore une fois de forcer les Ukrainiens à étaler encore leurs forces. Le dernier aspect, par contre, est que les Russes ne sont sans doute pas en capacité de faire la même chose au niveau de Soumy que ce que les Ukrainiens leur ont fait à Kharkiv en 2022, qui était d'attaquer à un endroit où les Russes ne le pensaient pas. Pourquoi? Parce que la grande différence avec mai 2024 par rapport à l'automne 2022, c'est la transparence du champ de bataille d'un côté comme de l'autre.
la démultiplication des drones d'observation fait que désormais, il est beaucoup plus difficile pour les Russes comme pour les Ukrainiens de faire une attaque surprise massive, comme l'ont fait les Ukrainiens à l'automne 2022. Samantha, l'idée c'est de semer la panique. Quand Kirilo Boudanov tire la sonnette d'alarme, quand l'état-major dit voilà c'est difficile, puis après visiblement non, on avance de façon progressive et ça se passe plutôt bien. Est-ce que là on veut mettre l'état-major dans un dilemme à la fois stratégique, tactique, opérationnel, c'est-à-dire où je mets mes forces, où je mets mes hommes, qu'est-ce que je fais par rapport à cette loi sur la mobilisation qui arrive dans 4 jours? C'est ça, c'est qu'on veut semer la zizanie. Alors, la zizanie, c'est peut-être un mot très fort, c'est vraiment pour mettre la pression comme l'a été dit, et les Russes ont dit à plusieurs reprises qu'ils envisagent de créer une zone tampon, qu'une des choses à négocier, si négociation il y a un jour, serait justement une grande zone tampon tout le long de la frontière russe, donc qui serait totalement, non seulement démilitarisée, mais totalement vide de personnes. Donc, et on voit bien une chose que les Russes sont en train de faire avec cette destruction des villages dans la région de Kharkiv, c'est aussi de semer la peur dans la population ukrainienne pour encourager la population à fuir et donc rendre la prise des villes et des villages beaucoup plus facile. Mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, on ne parle pas de prendre les villes de Kharkiv ou de Soumy ici, on parle justement de vider la zone autour et aussi de forcer les Ukrainiens pour se défendre, à envoyer des troupes qui seraient aussi sur le front sud. Je rappelle que Kherson est aussi, a été encore attaqué, bombardé cette nuit. Donc, si vous voulez, il y a une tension sur tous les fronts. Et quand Kirilo Boudanov tire la sonnette d'alarme, il dit tout haut ce que les militaires ukrainiens en Ukraine disent depuis des mois. C'est que ça va mal. Mais c'est peut-être la première fois qu'on le sent aussi inquiet. Kirilo Boudanov qui communiquait récemment aussi sur ses menaces pour le Crimée, tout ça, c'est la première fois où il dit j'ai plus rien. Alors le terrain a été préparé par son adjoint qui a donné un entretien dans le journal The Economist la semaine dernière en parlant des difficultés sur le front. La sonnette d'alarme a déjà été tirée par le général Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, il y a plusieurs mois, qui parlait des difficultés que les Ukrainiens faisaient sur le front. Quand Zelensky dit au monde entier « si on n'a pas d'armes, on va perdre cette guerre », c'est aussi tirer la sonnette d'alarme. Le fait que ça vienne maintenant de Kirilo Boudanov, qui jusqu'à présent, en effet, soit ne disait rien, soit était plutôt positif, démontre la gravité de la situation. Et une dernière chose par rapport à ce qu'a dit le général Richoux, le manque de préparation des Ukrainiens est quelque chose dont les Ukrainiens, les militaires eux-mêmes parlent. Ils disent « nous avons mal préparé nos arrières, nous n'avons pas construit assez de tranchées, il n'y a pas assez de dents de dragon ». Quand on regarde les lignes défensives que les Russes ont construites après la débâcle de 2022 et qu'ils comparent ça aux lignes de défense ukrainiennes, ils disent « c'est pas possible, nous sommes une nation de bâtisseurs, nous allons construire des maisons dans le monde entier et nous n'avons pas assurer nos arrières et les tranchées en Ukraine. Et ça, c'est quelque chose... On en parlait hier, évidemment. Et c'est vrai ce que disait Didier François sur cette antenne hier soir. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la mobilisation, l'absence d'hommes, on parle souvent de l'absence d'armement, on parle peut-être un peu moins de la désorganisation. Effectivement, ils ont dû apprendre. Et il nous dit, Didier, il y a un vieux fond soviétique de cette armée à qui on avait voulu, à un moment donné, au moment de la contre-offensive à Robotyne, imposer un mode occidental, un système de fonctionnement occidental. Écoutons ce que nous dit Didier François. Il y a un deuxième sujet, mais qu'on a vu avec la tentative de contre-offensive de l'été dernier ratée, c'est l'organisation de cette armée. Et on l'a vu à Avdiivka, etc., où, grosso modo, on leur avait demandé d'appliquer un mode de fonctionnement un peu à l'occidental, alors qu'ils n'étaient pas encore organisés comme nous l'aurait fait en corps d'armée. Et là, ils sont donc, et Zaloujny à la fois essayé, parce que c'est une armée très hybride, entre des comportements et des attitudes parfois très modernes de certains régiments et de certains chefs, et puis encore un vieux fond très soviétique. Ils sont en train d'essayer de constituer des états-majors de corps d'armée. Ça fait peut-être aussi partie de ce mouvement-là, qui a commencé avec la nomination de Syrskyi. D'accord avec ça, Nicolas Tenzer. Est-ce que c'est pas un peu trop tard de se réorganiser maintenant, de changer de commandant des forces opérationnelles du côté de Kharkiv? On l'a appris hier. Est-ce qu'ils peuvent remonter la pente? Comment vous jugez-vous la situation? Alors moi je pense qu'ils peuvent totalement remonter la pente. D'ailleurs, en fait, moi j'ai l'impression quand même que les deux déclarations que nous avons entendues, à la fois celle du président Zelensky et celle du général Boudanov, ne sont pas si fondamentalement contradictoires. Parce que quand même les deux disent aujourd'hui, d'abord effectivement, quand même, nous tenons. Ça c'est parfaitement clair. Boudanov dit quand même je n'ai plus rien, je n'ai plus de réserve, je n'ai plus rien. Zelensky, il y a 2 jours... On peut tenir, mais être quand même dans la panique et se dire qu'on tient pour le moment. Mais en fait,
Oui, en fait, disons, ils tiennent en fait le même discours, parce que Zelensky le disait il y a 2 jours. Hein. On a vu quand même le président Zelensky. Il y a 2 jours, il disait combat acharné, c'est très difficile. Là, on est à une pensée un peu plus positive. Oui, les résultats de notre armée sont de plus en plus positifs. Nous détruisons l'infanterie et l'équipement de l'occupant. Il disait pas ça dimanche. Voilà, oui, non, c'est vrai que de manière l'alerte, elle est réelle. Hein, je veux dire ça, on le sait parfaitement. Sur la question de la réorganisation, effectivement, ce qui est très frappant quand on va en Ukraine, c'est de voir que vous avez en fait la combinaison de 2 choses. Vous avez une série de pratiques bureaucratiques. Par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a un certain nombre d'unités, de soldats, qui doivent quasiment se cotiser eux-mêmes, même pas quasiment, se cotiser eux-mêmes pour acheter des drones militaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Parce que les systèmes d'acquisition, si vous voulez, de matériel dans l'armée sont parfois extraordinairement bureaucratiques. Pour avoir à certains moments même des voitures, ou des voitures par exemple pour apporter la logistique, la nourriture, etc., vous avez des systèmes extraordinairement contraignants, très bureaucratiques qui empêchent. Et de l'autre côté, vous avez effectivement aussi des unités extrêmement mobiles, inventives, avec des initiatives qui sont données... dans le respect évidemment des règles de commandement, d'engagement, etc., mais des initiatives qui sont données à des unités localement, une forte décentralisation, une capacité de chacun d'agir effectivement comme il le sent par rapport à l'ennemi. Donc on a les deux. Et je pense que de toute manière, on n'a pas le choix. On ne va pas réorganiser l'armée ukrainienne maintenant de manière radicale, drastique, au moment où il s'agit de combattre. Aujourd'hui, le vrai sujet... mais je reviens là aux déclarations d'avant, parce que ça, dessus, je pense qu'il y a une unanimité, c'est de tenir. Sur le manque d'armes, sur le manque de munitions, voilà, la vraie question, c'est quand est-ce que, de manière massive, ces armes, notamment américaines, vont arriver. Ouais. Voilà. Et ça, je n'ai pas d'indication. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre en a ici. Moi, je vois tous les experts que je consulte. Personne ne sait exactement. Ça commence. Ça commence un peu au compte-gouttes, on a l'impression. Il y a des attaques MS qui sont là. Il y a des Bradley déjà qui ont été livrés. On sait que ça arrive. Malheureusement, ce dont ils ont besoin actuellement, c'est beaucoup d'artillerie. Et les obus d'artillerie, ça demande du temps à arriver parce que c'est beaucoup de oui, volume. parce que l'idée, c'est quand même aussi... L'artillerie, pourquoi est-ce que c'est déterminant? C'est parce que ça permet de frapper aussi le dispositif ennemi dans la profondeur. Et ça, on le sait depuis le début. C'est-à-dire pas seulement les forces, les troupes, mais aussi, évidemment, toute la logistique qui permet l'arrivée des armes et des personnes. Et même alors, les Tchèques... je voudrais pas faire patienter Jérôme Garot qui nous attend. Jérôme, il est dans cette partie russe occupée de Donetsk. Jérôme, vous avez pu constater aussi que ces Russes y poussaient dans la région où vous étiez, et notamment vous revenez d'Avdiivka, Jérôme. Oui, bonjour, le front est toujours actif dans cette région. Alors là, nous sommes à Donetsk, juste au nord d'ici, vous avez cette ville d'Avdiivka. On s'y est rendu hier dans la journée, on a simplement pris la voiture, roulé 20 minutes et vous êtes déjà dans la banlieue d'Avdiivka. Alors sur la route déjà, vous voyez assez peu de blindés, de matériel lourd. Il y a beaucoup de drones, à la fois des drones de surveillance, des drones suicides qui saturent cette route. Et donc les Russes, lorsqu'ils déplacent du matériel, le font plutôt de nuit. Une fois que vous êtes là-bas, dans la périphérie de la ville, vous entendez bien sûr l'artillerie qui tonne, mais surtout le bruit des armes automatiques qui vraiment résonnent quasiment sans discontinuer tout au long de la journée. C'est vraiment une bataille qui se déroule partout autour, une bataille de fantassins. C'est dans cette zone que l'armée russe a le plus progressé depuis 3 mois. Il y a quasiment 300 km² de terrain qui ont été grignotés, une vingtaine de villages conquis. Et vous avez aussi ce qu'on a vu, nous, depuis 3 jours, tout le long du front, en faisant des reportages pour TF1 et LCI. On a vu beaucoup de militaires qui se déplacent à moto. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore quelques mois. Des militaires qui sont parfois casqués avec le gilet pare-balles, avec leurs armes, qui sont donc sur des motos. On peut y voir peut-être une pénurie de transport de troupes blindées. Peut-être aussi une manière pour l'armée russe de s'adapter au terrain comme elle le fait maintenant depuis plusieurs mois pour aller plus vite sur les lignes de front, pour gagner en souplesse. Autre nouveauté qu'on a vue et qu'on voit maintenant systématiquement, tous les véhicules blindés, qu'il s'agisse des véhicules blindés pour supporter l'infanterie, des transports de troupes, des camions, des chars, parfois même des jeeps, eh bien tous ces véhicules sont équipés de grilles anti-drones. Ce sont des grilles parfois vraiment vissées à même le blindage de ces blindés et qui permettent de diminuer la létalité des drones suicides. Ce n'est pas un bouclier parfait, mais ça rend la progression des Russes moins difficile et donc cette pression russe sur les lignes ukrainiennes est un peu plus forte encore.
Un grand merci à vous, Jérôme. Merci à Vincent Pierron qui vous accompagne. À l'instant, je vous donne cette urgence qui nous vient justement des Russes. L'armée russe dit avoir avancé en profondeur dans la région de Kharkiv. Alors c'est une communication russe. On y reviendra bien évidemment puisque l'ISW pour l'instant ne voyait pas cette progression en profondeur dont nous parlent les Russes. Laura Pouget, vous êtes là parce que la défense aérienne ukrainienne va mal. Il y a eu une enquête du Wall Street Journal ces dernières heures qui a été diffusée et qui nous montre des chiffres à l'appui qui progressent. Quels sont-ils ces chiffres ? Le Wall Street Journal, Anne, s'est basé sur les données quotidiennes de l'armée de l'air ukrainienne pour les fournir, ces chiffres. Le mois dernier, l'Ukraine n'a intercepté que 30% des missiles russes. Au cours des 6 derniers mois, c'était 46% contre 73% au cours des 6 mois précédents. La courbe fournie par le Wall Street montre clairement cette érosion, ici en jaune, sur un an. En comparaison, le taux d'interception des drones, que vous voyez ici en rouge, n'a que très peu chuté, perdant seulement 1 point en 6 mois. Une bonne nouvelle toute relative, car ces drones sont souvent utilisés en préalable à l'envoi des missiles. La conséquence est connue et rappelée par un analyste au Wall Street Journal. Moins les défenses ukrainiennes représentent une menace pour la puissance aérienne russe, plus la menace pour les forces ukrainiennes au sol et les infrastructures critiques est grande. Il suffit d'observer en quelques images, regardez, les dégâts récents sur Kharkiv, la 2e ville du pays, pour le réaliser. Et les Russes connaissent la faiblesse de leur adversaire. Ils en profitent. Selon le Wall Street Journal, toujours au cours des 6 derniers mois, la Russie a tiré 45% de drones et de missiles de plus qu'au cours des 6 mois précédents. Un cercle vicieux, de l'aveu même de l'armée de l'air ukrainienne, car l'interception d'un plus grand nombre d'attaques épuise les stocks de munitions qui font déjà défaut, ces munitions, aux forces de Kiev. Alors un seul espoir, Laura, l'arrivée des fameux batteries, des systèmes de défense patriotes. Car ces systèmes patriotes, Anne, missiles solaires de conception américaine, sont le seul moyen fiable pour intercepter les missiles balistiques russes, et notamment les S-300 et S-400, censés être des missiles de défense, mais utilisés comme des missiles d'attaque par les Russes. Ils montent très haut, ces missiles, ce qui les rend hors de portée des systèmes de défense aériens plus traditionnels. Problème, les Ukrainiens n'ont pas ou très peu de systèmes patriotes. Selon l'armée de l'air, ils peuvent être comptés sur une seule main. À cela s'ajoute la pénurie de munitions qui empêche de les faire fonctionner et les progrès des Russes qui ont mis en place des attaques synchronisées, donc d'autant plus consommatrices en munitions pour s'en défendre. Volodymyr Zelensky a officiellement réclamé au moins 7 systèmes patriotes supplémentaires, tout en concédant qu'il en faudrait 25 pour protéger l'ensemble du territoire ukrainien. Plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, ont annoncé qu'ils allaient en livrer à l'Ukraine, sans que l'on sache à ce stade quand ils arriveront. Merci beaucoup Laura. Accueillons quelqu'un qu'on connaît bien ici dans ce 12-15, Michel Polaco. Merci d'être avec nous. Je reviens vers vous. Juste, on voulait évoquer cette tribune dont vous êtes l'un des signataires, co-signataires. Il y a plusieurs signataires, collectifs d'intellectuels et de militaires. Nicolas Tenzer, tribune qui appelle à mieux protéger le ciel ukrainien. On le voit, qui en appelle à la France, une meilleure coordination aérienne entre alliés. Et parmi ces signataires, il y a des personnalités qu'on connaît bien. Le général Yakovlev, Xavier Titelman, le général Tenzer, je dis n'importe quoi. Le général Desportes, pardon. Ou encore Galia Ackerman. Voilà. Vous dites qu'on a trop tardé politiquement. Vous citez l'exemple de l'attaque iranienne sur Israël. L'Iran qui a utilisé, nous dit-on, en une nuit 4 fois plus de vecteurs que la Russie ne le fait par jour. Et vous nous dites principalement 2 choses. Un, que si les États européens le veulent, ils coordonnent et mutualisent leurs moyens. C'est possible. Ces armes défensives, elles sont disponibles. On va y revenir et on interrogera d'ailleurs Michel Polaco. Et vous insistez aussi sur l'idée d'une coalition formée des alliés de l'armée ukrainienne qui pourra engager les moyens dont on dispose pour détecter les missiles russes en vol. On va y revenir parce que c'est ce deuxième point qui fait aussi beaucoup réagir actuellement. Certains disent « Oh là là, co-belligérance » et pointent ce drapeau rouge. C'est vrai que ça manque cruellement, ça. Et c'est vrai que vous vous appelez à une meilleure... vous dites qu'on a beaucoup trop tardé politiquement et qu'il faudrait maintenant y aller. Mais on peut tout donner comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, d'Olaf Scholz qui a communiqué ce matin en disant « Voilà, j'ai donné un 3e système patriote. C'est pas facile pour nous parce qu'on n'en a plus. » Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord la question de la livraison de systèmes de protection antimissiles, comme les Patriotes en particulier, à l'Ukraine. C'est le cas éventuellement pour les systèmes Samba, enfin, il y a d'autres systèmes effectivement antimissiles. Et donc ça, on les donne. Et effectivement, de ce point de vue-là, ça nous oblige, enfin nous, État européen, je ne parle pas de nous Français spécifiquement, à nous dégarnir. Il y a la deuxième chose, c'est que nous gardons évidemment totalement la propre maîtrise de nos systèmes anti-aériens, mais nous les orientons avec évidemment
évidemment des opérateurs qui sont des opérateurs de notre côté, donc des militaires de notre côté. Nous les mettons plus proches effectivement de l'Ukraine, par exemple frontière polonaise, etc. Et à partir de là, nous les dirigeons contre des missiles russes pour les empêcher de frapper le sol ukrainien. C'est-à-dire que nous nous engageons directement, on a beaucoup trop tardé à le faire, évidemment, à abattre les missiles russes. Alors, je reviens sur une notion que vous avez effectivement évoquée, la co-belligérance. Il n'y a pas d'abord la co-belligérance, ça n'existe pas. Alors, on va y revenir. Ça n'existe pas en droit. Ça n'existe pas en droit. On va y revenir parce que c'est ce deuxième point qui fait débat. Juste avant une chose, moi je suis très étonnée parce que vous nous dites la France est particulièrement bien placée pour contribuer à cet effort. Nous pourrions fournir au moins une batterie de Mamba. Michel Poulacco, moi j'ai toujours entendu on n'en a pas des Mamba, on n'en a que 8. Donc on fait quoi? On se déplume, on les donne à l'Ukraine et en attendant on en a donné une. Si vous voulez, la question, elle est très claire. Nous avons 8 systèmes Mamba. Ça veut dire quand même plusieurs batteries et tous leurs dispositifs de détection, de conduite de tir pour détecter les cibles et ensuite pouvoir suivre les cibles et les intercepter. Nous attendons, nous Français, pour 2025-2035, des missiles de nouvelle génération Mamba. C'est le missile Aster 30, le plus performant et celui qu'on peut comparer au missile Patriot américain. Mais il est vrai que pour l'instant, ces batteries de missiles servent à défendre des bases aériennes françaises, dont et en particulier les bases aériennes françaises stratégiques, sur lesquelles il y a nos Rafales des forces aériennes stratégiques. Donc il est bien évident que si on se sépare des batteries, on ne les a plus. Si on se sépare des missiles, c'est-à-dire des munitions, on ne les a plus. Alors oui, on en a fait passer aux Ukrainiens, on a fait des efforts, si je puis dire, mais ces efforts sont obligatoirement limités et la production elle-même est assez complexe. Ça ne se fabrique pas en 6 mois ou en 8 mois, une batterie de missiles Mamba. Donc ce sont des appareils qui sont extrêmement performants, d'autant plus, vous savez, qu'on peut les utiliser en parallèle avec les avions radars AWACS, ce qui augmente encore leur portée et la précision de leur tir, soit sur des cibles avions, soit sur des cibles de type drone, soit sur des cibles de type missiles de croisière, voire missiles balistiques. Mais bon, tout ça, ça demande des moyens que nous avons de manière très parcimonieuse. La France possède 4 AWACS. Ouais. Alors on peut utiliser les AWACS de l'OTAN, mais tout ça, ça demande des systèmes de coordination qui complexifient terriblement le champ de bataille. N'oubliez pas que les malheureux Ukrainiens sont obligés de faire la combinaison et la synthèse de systèmes qui viennent des États-Unis, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Italie, de Grèce, etc., 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 que c'est très compliqué d'arriver à avoir les opérateurs qui vont bien aux bons endroits et les missiles ou les armes qui vont bien aux bons endroits, sachant que tout ça, c'est très difficile à déplacer, et en particulier par rapport à la mobilité. Alors, restez avec nous, Michel Poulacco. Merci pour toute cette précision. Il y a un point qui vous fait beaucoup réagir, c'est le deuxième point dont on évoquait. Je voulais qu'on l'évoque parce que je pense que je voudrais avoir votre avis à tous sur le plateau. On pourrait être plus ambitieux, nous dit la tribune. Une coalition formée des alliés de l'armée ukrainienne qui pourrait engager les moyens dont nous disposons pour détecter les missiles russes en vol. Un peu quand la coalition est venue à l'aide d'Israël. C'est ça que vous nous dites. Mais ça fait beaucoup réagir parce que c'est vrai qu'il y a le chiffon rouge. Alors vous me dites, oui, c'est une option qui n'existe pas, la co-belligérance. Mais il est vrai que ça fait beaucoup réagir. Aujourd'hui, c'est ce deuxième point. Et vous, Général Richoux, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faudrait cette coalition? Eh bien, écoutez, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas signé ce papier qui m'a été transmis, parce que je trouve que là, on s'écarte un peu du réalisme, en fait, du principe de réalité. Je veux dire, on sait très bien, il y a une grosse différence entre la coalition Israël, qui est historique avec les Américains, et puis la deuxième chose, c'est que l'Iran n'est pas la Russie, et que je suis persuadé qu'on n'enverra pas une coalition aérienne pour défendre le ciel ukrainien. On ne le fera pas et vous êtes contre, hein, c'est ça? Pardon? On ne le fera pas et vous êtes contre, du coup. Ça impliquerait peut-être Je dis que dans mon analyse militaire, ça n'est pas réaliste de dire il n'y a qu'à envoyer une... Voilà, c'est un petit peu ça. Je trouve qu'on n'est pas dans le principe de réalité, car je pense que ça ne se fera pas. Je pense que là, on se rapprocherait vraiment trop du principe de co-belligérance, même si elle n'existe pas, etc. Mais que ça n'est pas acceptable pour les chancelleries occidentales et que ça ne se fera pas. Donc moi, militairement, je suis toujours dans le principe du pragmatisme et de la réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour couvrir le ciel ukrainien? C'est effectivement les équiper en missiles et ne pas commencer à développer des choses qui n'arriveront pas. Aurélien, alors je vais faire un petit tour de plateau. Voilà. Samantha. Alors moi, je voudrais juste réagir sur plusieurs choses. Vous avez raison, l'Iran n'est pas la Russie, l'Iran n'a pas
encore de bombes nucléaires. Le signal qui est envoyé au monde entier avec notre peu de volonté de vraiment défendre le salut ukrainien, c'est que munissez-vous d'une bombe nucléaire et vous pouvez faire ce que vous voulez à vos voisins quand vous voulez. C'est la vérité. En termes de non-prolifération nucléaire, vous savez, cette guerre, elle se joue sous un drapeau nucléaire. Sous une menace nucléaire, pardon. C'est-à-dire que si la Russie n'avait pas d'armes nucléaires, nous serions déjà en Ukraine. Donc en termes de non-prolifération, cette guerre est une catastrophe parce qu'elle va encourager la prolifération. Donc voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et ce concept de co-belligérance, soyons honnêtes, c'est notre guerre. Comme le titre de votre livre, Monsieur Tenzer, c'est notre guerre. C'est notre guerre. Si vous savez, quand il y a le feu chez votre voisin, vous faites quoi? Soit vous l'aidez à éteindre le feu, soit vous attendez à ce que le feu arrive dans votre maison. Quoi qu'il arrive, l'eau, il va falloir l'utiliser pour éteindre le feu. Ça, c'est le principe, par exemple, des Estoniens qui, eux, dès le début de la guerre, ont donné tout leur javelin. Et les Estoniens qui nous disent aujourd'hui, on réfléchit à envoyer des troupes au sol. Mais aujourd'hui, nous avons le luxe. Laissez-moi finir. Aujourd'hui, nous avons le luxe de considérer que c'est un principe moral. Mais si nous continuons à laisser l'Ukraine se faire écraser par la Russie, ce ne sera plus un principe moral. Ce sera un devoir militaire pour se défendre nous-mêmes. Et c'est ça que des gens comme vous et moi disons depuis le début. Défendre l'Ukraine, c'est se défendre, c'est économiser notre force militaire pour que nos hommes n'aient pas à se battre. Donc voilà, c'est un point de vue. Je suis absolument d'accord, Samantha, avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pars simplement du principe de réalité. Militairement, je n'étudie pas des options dont je ne pense qu'elles n'ont aucune chance de se réaliser. Ouais. C'est ça. Donc, mais oui, donc je pense que ça, c'est pas réaliste. Donc je préférerais qu'on parle de choses qui il y en a un qui n'a pas beaucoup parlé, que j'aimerais entendre. Parce que les chancelleries ne franchiront pas le cap. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on entende Aurélien Duchesne à ce sujet. Aurélien, à votre avis, coalition militaire ou pas? Croisé de politologue et d'un général. Mais il y a peut-être un trou de souris qui est l'analogie justement avec la manière dont nous, Français, on est intervenus dans l'attaque iranienne contre Israël. C'est que nous, notre justification, c'est qu'on défendait nos éléments prépositionnés en Jordanie. On a dit, on n'est pas en train d'attaquer en gros l'Iran, on défend notre propre base prépositionnée sur la demande des Jordaniens. Eh bien si, quitte à se faire traiter de bâtonnière jusqu'au bout, allons-y. Quitte à être cohérent avec aussi le débat d'avoir des troupes au sol pour protéger des villes ukrainiennes, protéger des sanctuaires, eh bien ce que la France pourrait invoquer, ce serait de protéger des installations au sol, installations humanitaires, installations par exemple de formateurs français ou d'autres pays européens ou de l'OTAN, et de dire ce sont nos éléments au sol à nous, dans des villes ukrainiennes, à Lviv, à Kiev, qu'on protège contre les frappes russes. Là, c'est peut-être le trou de souris qui nous évite le débat sur la co-belligérance et qui nous permet en même temps de protéger le cellulaire. Donc là, ce serait un en même temps. Nicolas Tenzer. Oui, alors voilà. Moi, je vais peut-être effectivement, donner mon point de vue, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire effectivement Samantha de Bindard. Moi, effectivement, la réponse que je fais à Nicolas Richaud est la suivante. Je veux dire, moi, j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas en France, dans un certain nombre d'autres pays, les pays baltes, en Pologne, République tchèque, etc., dans certains pays nordiques, vous avez eu quand même une évolution. C'est-à-dire que quand le président de la République dit clairement, écoutez, maintenant les lignes rouges imposées par la Russie, ça suffit. Nous devons agir, nous devons desserrer. Donc je pense qu'il y a un espace politique pour agir dans cette direction qui n'existait pas. Parce qu'on se rend compte que si aujourd'hui nous ne protégeons pas l'Ukraine, non seulement nous serons responsables quand même de dizaines de milliers de morts supplémentaires, ça c'est la réalité, et que deuxièmement nous allons sur le plan stratégique, je ne me place pas sur un plan moral mais sur un plan militaire et stratégique, nous allons donner un avantage supplémentaire à la Russie. C'est vrai. Et une menace, et donc la menace va s'accroître. Oui. Alors on poursuivra cette discussion, je suis désolée, il me reste quelques minutes parce que je vous explique pourquoi, parce que l'actualité évolue, on a plus de précisions sur ces fourgons pénitentiaires attaqués, il y en a deux maintenant, il y a eu un deuxième, attaqué dans l'heure. Voilà ce que nous dit le ministre de la Justice, Monsieur Dupond-Moretti. 2 agents sont décédés et il y a 3 blessés graves actuellement. Il se rend actuellement, Éric Dupond-Moretti, à la cellule de crise du ministère de la Justice. À tout de suite.